Ces historiens, ces contre-historiens, ces historiens qui contredisent l'histoire officielle sont essentiels, absolument essentiels. Si on laisse l'histoire écrite par les vainqueurs, on va se faire berner avec des histoires pour enfants. Ah, la Tartarie, aussi méconnue que mystérieuse. Aujourd'hui, sa simple évocation déchaîne les passions. Souvent associée à des images sensationnelles telles que celle-ci, il est difficile de déceler le vrai du faux. Alors on va essayer d'y voir un peu plus clair. Ce sujet, cette thématique, n'a cessé de gagner en popularité ces dernières années. Pour beaucoup, l'impulsion de ce mouvement est due à cet homme, Anatoly Fomenko, de nationalité russe et mathématicien de formation. À partir des années 80, il écrit des essais centrés sur l'idée d'une nouvelle chronologie historique. D'abord centré sur les histoires de l'Antiquité, il se tourna ensuite sur le Moyen-Âge. Il fit le constat de la présence de doublons ou de répétitions dans l'histoire. Son idée est que sur une période de plusieurs siècles, la chronologie des rois et souverains a pu être rallongée, manipulée. Son travail va faire émerger l'idée qu'une période aussi longue que le Moyen-Âge n'a peut-être jamais vraiment existé. Côté francophone, cela va donner naissance à un mouvement nommé le récentisme. Rock Soccer en est certainement l'une de ses figures emblématiques. Sa chaîne YouTube regorge de précieuses informations. Mais ce qui est fou avec les théories récentistes, c'est qu'un pan de plus de 1000 ans a pu être remis en question. Alors que dire de l'Antiquité et ses 3500 ans? De toute évidence, s'approprier l'histoire peut avoir de grands intérêts, que ce soit pour justifier des modèles sociétaux, donner de la légitimité à des mouvements religieux, ou encore, entre autres, s'approprier des territoires sur des terres convoitées. Comme on peut s'en douter, ces théories seront taxées de fantaisistes, rapidement rangées dans la catégorie des complotistes et des conspirationnistes. Mais au-delà d'ulcérer nos historiens officiels, les travaux d'Anatoly Fomenko vont avoir un très large retentissement. Le mathématicien russe est loin d'être le premier à remettre en doute la véracité des récits historiques. En revanche, il a mis en lumière un élément bien méconnu. Au cours de ses investigations, il se plongea en profondeur en direction de sa région de naissance. Et quelle fut sa surprise de trouver nombre d'anciennes cartes très intrigantes. Il y remarqua la présence d'un immense empire nommé la Tartarie, même le plus souvent référé comme la Grande Tartarie. Son territoire s'étend du bord de la Chine, en passant par le nord de l'Inde et de l'ancienne Perse, et alla jusqu'aux portes de l'Europe. Un périmètre absolument colossal. Il fut sidéré de constater que cette immense civilisation était si peu connue du grand public. Encore plus étonnant, il ne comprit pas qu'un empire qui traversa les siècles puisse être représenté ainsi, à l'apparence de nomades, logés dans de piteuses tentes. Quand on fait des recherches sur ce peuple, on y trouve de jolis dessins qui véhiculent l'idée d'habitants peu développés. Pour lui, de toute évidence, quelque chose ne colle pas. Fait troublant, jusqu'au début du XXe siècle, la Tartarie est bien présente aux côtés des autres grandes nations mondiales. Pour lui, l'intention est claire. L'objectif de cette dissimulation est de minimiser l'influence des pays de l'Est pour faire tout reposer sur ceux de l'Europe de l'Ouest. L'onde de choc résultante de ces découvertes fut spectaculaire et son écho ira jusqu'à l'autre côté de l'Atlantique, au pays de l'oncle Sam. Mais la différence, c'est que là-bas, pas d'Antiquité, ni même de Moyen-Âge. Bien au contraire, c'est même à partir de la découverte de ce continent que la période des temps modernes sera décrétée. C'est d'abord l'Amérique du Sud qui fut explorée. Puis, les colons arrivèrent dans la partie nord du continent. Pour ce qui est des populations qui s'y trouvèrent, même narration qu'avec les Tartares. Des peuples nomades, équipés de tipis faits de toile, coiffes en plumes et autres qu'allumés de la paix. L'histoire semble se répéter, comme s'il fallait intégrer l'idée que seuls les Occidentaux avaient eu accès au développement et que les autres populations étaient des barbares primitifs. Ainsi, la colonisation suiva son cours. Plusieurs nations européennes s'y installèrent en s'appropriant les territoires. Mais le partage des terres finira par s'arrêter. En effet, la guerre d'indépendance qui eut lieu en juin 1775 vit la création d'une nouvelle nation, celle des États-Unis d'Amérique. Les fameux pères fondateurs se réunissèrent pour finaliser la rédaction de la Constitution en 1787. Point perturbant, lors de la signature de cette dernière, le sceau de la franc-maçonnerie y est présent partout.
Cette organisation opaque ira même jusqu'à apposer son sceau sur les billets de monnaie de banque du pays. La fin 1700 accouchera d'autres événements, comme celui de la Révolution française en 1789, à l'origine de la Déclaration des droits de l'homme. Elle aussi sera marquée par l'empreinte de la franc-maçonnerie. Il y a de quoi être suspicieux quand on constate que ce groupe élitiste a fortement influé sur l'histoire et donc probablement sa narration. Et nous voilà à notre ère actuelle, l'époque contemporaine. Elle sera celle de tous les bouleversements, au niveau de la qualité de vie, mais surtout concernant le développement matériel. Nous venons de brièvement traverser près de 5 millénaires d'histoire, depuis l'Antiquité et ses moins 3000, jusqu'à la fin du 19e siècle. Pour ce qui est de l'avancée technologique, quelle évolution est observable? Comme l'illustre si bien ce montage, elle est tellement négligeable. Mais concernant notre ère actuelle, l'époque contemporaine, il s'y passera un véritable saut de géant, juste phénoménal. Mais n'allons pas trop vite. D'abord, un retour au début 1800. En France, c'est à ce moment que Napoléon Bonaparte accède au pouvoir. Son règne amènera son lot d'évolution sociétale et territoriale. Du côté de l'Amérique, 1800, c'est exactement les tout débuts de la nation états-unienne. Avec la déclaration de l'indépendance, une nouvelle ère est en marche dans cette partie du monde. Comme on l'a vu précédemment, Anatoly Fomenko et ses découvertes eurent un fort impact au niveau mondial. Il en a résulté la création d'un groupe de chercheurs. Ces chercheurs de vérité, d'un genre nouveau, sont bien décidés à faire la lumière sur la véracité de leur propre chronologie. Les États-Unis savent désormais que, côté européen, l'Antiquité et le Moyen-Âge ont probablement été déformés, falsifiés. Mais pour eux, la recherche historique leur demandera de revenir seulement 2 siècles en arrière. En termes de population, c'est assez simple. En 1790, elle était de 4 millions d'habitants, très majoritairement concentrée sur la côte est du pays, car zone privilégiée des immigrés venus d'Europe. Les investigations vont donc, au départ, se diriger vers cette partie du pays. Pour commencer, forcément, New York. Dès le départ de l'enquête, une surprise. Ils vont y découvrir une ville dense et très bien bâtie, composée d'imposants immeubles, et cela à perte de vue. De très longues et larges avenues. Ils remarquèrent aussi la présence de nombreuses structures s'élevant vers le ciel, le plus souvent des églises, tellement d'églises. De gigantesques bâtisses, espèces de grands temples, romains ou grecs, mais également d'incroyables infrastructures. Les ports y sont innombrables, dispatchés sur presque tout le tour de la ville, l'île principale et ses alentours. Boston va également impressionner par son développement spectaculaire. On y retrouvera les mêmes ingrédients qu'avec New York, chargés de larges immeubles, cathédrales et bâtiments administratifs. Par sa beauté et ses infrastructures, Boston non plus n'a rien à envier aux plus belles mégalopoles européennes. Mais ce qui va progressivement dérouter les chercheurs, ce sont les représentations de l'époque. Au premier plan, roulottes, chevaux tractant des charrettes, et à l'arrière, ces imposantes structures fabriquées en marbre, granit et autres matériaux nobles. Cependant, aussi surprenant que cela puisse paraître, les 2 agglomérations que nous venons de voir sont censées avoir environ 2 siècles de développement. Elles font partie des toutes premières de ce nouveau pays. Plusieurs États européens s'y sont installés au cours des années, et donc y trouver des centres urbains bâtis de cette façon peut être éventuellement explicable. Mais la suite va être intéressante. Dans les années qui suivent, il y aura ce qu'on appellera la conquête de l'Ouest. Elle est caractérisée par un déplacement des populations vers les endroits les moins explorés. Mais au niveau de la recherche historique, cette période sera explorée d'une toute nouvelle façon. Fini les dessins enfantins, plus besoin de dépendre de quelques dessinateurs. Dans les années 1830-1840, la révolution de l'appareil photo est en marche. Une toute nouvelle façon de voir l'histoire sera possible. Et pas de doute, les photos vont être parlantes. Grâce à l'émergence de la photographie, les immigrés colons seront capturés de façon fidèle. Pour ce qui est du logement, ils paraissent se satisfaire de maisons de fortune, composées de bûches mal assemblées, ou d'espèces de briques faites en terre. Le tout est recouvert de toitures en chaume ou en paille. Au niveau des moyens de transport, roulottes avec galettes en guise de roues et canassons. Quels efforts ont dû être requis pour traverser de très longues distances, sans route et à dos de cheval. Nous allons nous arrêter sur ce groupe de migrants en particulier. Il s'agit des Mormons, immortalisés en 1847. Mais où se dirigent-ils comme ça? Ils se rendent à Salt Lake City, dans l'Utah. Pour ce faire, il leur a fallu traverser des milliers de kilomètres quasi inexplorés.
La fondation de la ville aura lieu au mois de juillet de cette même année. Cette ville sera la toute première à éveiller l'intérêt et la suspicion des chercheurs de vérité. Alors, que dit son histoire? Les pionniers mormons, comme on les appellera plus tard, pénètrent dans une vallée semi-aride et commencèrent immédiatement à construire un vaste réseau d'irrigation. Rapidement, ils développèrent un réseau de rues basé sur un plan en quadrillage pour ces aventurieux pionniers, alors qu'ils s'installent tout juste, et cela au pied de montagnes inhospitalières. On nous dit qu'ils ont tout de même la présence d'esprit de planifier et d'entreprendre un réseau routier complexe. Impressionnant, non? Mais il y a encore mieux. Leur chef désigna le site du fameux temple de Salt Lake City. Un temple? Alors que ces personnes partent de zéro, à quoi peut-il ressembler? Eh bien, le voilà, juste spectaculaire. Édifice atypique, entouré de 6 tours intégrées, entièrement fait en granit, et cela même jusqu'aux fondations, enterrés plusieurs mètres sous terre. Un super temple en granit, alors qu'ils doivent tout développer, en étant isolés du reste du pays. Et donc comment réaliser de tels projets? Quels moyens sont utilisés pour répondre à de telles ambitions? Les moyens, les voici. Le tractage par les chevaux et la force de quelques hommes. Les équipements utilisés laissent songeurs. Des roues faites de bois si fines, quelles charges pouvaient-elles supporter? Que peut-on attendre d'un peuple si mal outillé? Eh bien, logiquement, leur construction devrait ressembler à ça. C'est d'ailleurs ce à quoi les films de Far West nous ont habitués. Après tout, c'est normal, ce type de construction semble être à leur portée. Or, la réalité est bien différente, car nos mormons ne vont pas s'arrêter à ce temple et aux infrastructures de base. Tout autour, ça va être une vraie explosion. Une grande structure entièrement couverte, une espèce de belle église en forme de manoir. Et pour le centre-ville, la démesure sera de mise. Grand immeuble sur plusieurs étages, bâtisse cossue aux grandes fenêtres. Les beaux hôtels vont pousser comme des champignons. Également un magnifique opéra, ainsi que ce somptueux hôtel de ville. Rapidement, la ville va ressembler au plus grand centre urbain du pays. Mais lorsque l'on s'éloigne du centre, à l'extérieur, il y a cela. Un genre d'immense complexe type spa posé sur l'eau. Spectaculaire, avec une architecture unique en son genre. Entre autres, il y a aussi cela, l'édifice destiné à la gestion du tout jeune comté. Une véritable splendeur, un chef-d'œuvre, avec tant de détails. Décidément, ces mormons sont pleins de ressources. Tout cela a de quoi surprendre. Pour un peuple parti de zéro, bâtir si grand, si beau et si vite. Mais après tout, Salt Lake City n'est peut-être qu'un grand accomplissement isolé pour en avoir le cœur net, en route vers une autre destination qui se situe à l'extrémité ouest du pays, la Californie, avec sa ville emblématique de San Francisco. Particulièrement connue pour être le centre névralgique de la fameuse ruée vers l'or nord-américaine. Le narratif officiel est garni des mêmes ingrédients que pour Salt Lake City, un territoire à la géographie inhospitalière, situé dans une péninsule balayée par les vents, sans eau ni bois de chauffage. La ville manquait de la plupart des infrastructures de base. En 1842, la ville dénombrait 21 résidents. En 1847, sa population était estimée à 459 habitants. Nous disposons d'une représentation datée de 1846. On peut y voir une espèce de campement à peine aménagé, puis une autre de 1849, quelques baraquements en plus, des tentes ici et là, et enfin 1851, la toute première photo officielle de la ville. Et quelle surprise, il a fallu bâtir rapidement. Mais pourtant, quel résultat? Mais la question c'est, qui sont les habitants qui vont affluer en masse dans la ville? Ce sont les fameux chercheurs d'or. Mais forcément, la venue de ces anciens bagnards et autres personnes à la recherche d'une vie meilleure vont ramener un lot de difficultés. On nous dit que l'anarchie s'est généralisée dans la ville. Les vices se développent, attirant nombre de criminels, prostituées et activités illicites. Donc nous sommes ici, dans un territoire aux conditions rudes, au sein duquel tout le nécessaire manque, et qu'une organisation anarchique, causée par des malfrats présents en nombre. Tout cela va entraver le développement? Oh non, pas du tout. En 1850, l'armée américaine y construit immédiatement un fort massif fait de briques. Une merveille sur plusieurs niveaux, mais aussi un autre fort sur la très connue île d'Alcatraz. Plusieurs grandes structures, mais cela ne s'arrête pas là. Dans les années qui suivent, des dizaines de milliers de personnes arrivent. Nos chercheurs d'or qui, visiblement, disposent d'un goût pour la construction de qualité et d'un très grand savoir-faire, vont avoir besoin d'être logés. Mais pour cela, il va falloir faire appel à des experts. En voici l'un d'eux, Monsieur Lewis, bâtisseur à San Francisco, qui visiblement réserve tous ses talents exclusivement à ses clients. Mais que va construire Monsieur Lewis et les autres? 1857, ouverture du premier hôpital St. Mary's. Effectivement, plus de planches de bois ici. Puis l'hôpital Saint-Joseph va suivre. Et à partir de là,
la liste devient interminable. 1864, un collège dédié à la médecine. Et voici à quoi il ressemble. À l'apparence d'un château perché sur une colline. Rien ne semble arrêter ses habitants. Et puis, en 1863, bien sûr, il nous faut une banque pour la ville. Et avec nos chevaux et nos charrettes, pourquoi pas le faire en marbre, de style néoclassique italien. Et la suite, même scénario qu'à Salt Lake City. Pourquoi pas entreprendre la construction d'un manoir géant au bord d'une falaise. Et le centre-ville, bâtiment cossu, fait de pierre. Il faut construire toujours plus haut, toujours plus imposant. Un immeuble tout entier destiné aux journaux de presse. Ou encore un hôtel dans le centre-ville. Et la gare de la ville, si on ajoutait une tour à la Big Ben pour décorer. Le décalage avec les habitants qui s'y trouvent à son pied est saisissant. Pour la population, rien ne semble avoir changé en termes de développement et de technique. Mais le décor, lui, a radicalement changé. Faisons un rapide résumé de cette histoire incroyable de San Francisco. 1846, l'armée américaine débarque sur ce territoire. Quelques maisons ici et là, 2-3 bâtiments un peu plus développés, un bout de plage à peine aménagé en guise de port. Puis, 3 ou 4 ans plus tard, la ville a connu un développement spectaculaire. Et enfin, 1878, moins de 30 ans après son inauguration. Voilà à quoi ressemble la ville. C'est à peine croyable. Les églises ont fleuri aux 4 coins de la ville. Des immenses boulevards ont été créés pour faire passer leurs charrettes. Larges immeubles et autres bâtiments administratifs. Mais cette fois, plus besoin de dessin. En cette même année de 1878, une vue panoramique de la ville sera effectuée. Les chercheurs de vérité américains vont se délecter de ce genre de documents. Et alors, que conclure? On y trouve nos quelques chevaux et planches de bois. Les rues sont vides. Pour justifier cette absence de personnes, on a affirmé que la photo était prise le matin. Mais quand même, pour une ville qui a eu besoin de construire si vite, si densément, ça reste tout de même étonnant. Et qu'il y a-t-il d'autre à voir? Maisons aux constructions soignées, à l'apparence de manoirs, proches du port. En quelques décennies, les structures colossales sont innombrables. Et nombreuses églises de la ville, elles ont une apparence médiévale de l'Europe de l'Ouest. Quand on regarde certaines d'entre elles, elles semblent être vieilles de 400 ans. Comment est-il possible de construire dans le même pâté de maisons 3 immenses églises? D'où viennent les matériaux? Combien de temps faut-il pour développer les usines? Pour tout planifier, tout organiser, faire les fondations, bâtir? Alors oui, passer de ceux-là au milieu du 19e siècle à ceux-là en une trentaine d'années pose nombre de questions. Alors oui, l'analyse des cas de Salt Lake City et de San Francisco vont définitivement casser le peu de confiance qu'avaient les chercheurs de vérité. Le récit de ces villes sont emblématiques des nombreuses incohérences, du décalage entre les habitants, leurs moyens techniques et toutes ces spectaculaires réalisations. Après cela, la suspicion sera de mise, parce qu'ils se sont sentis floués, eux qui avaient grandi dans le mythe des cow-boys et des saloons. On leur avait martelé une idée de leurs ancêtres comme ces immigrés à la recherche du rêve américain, qui ont forgé le pays à la force de leur travail. Mais de toute évidence, quelque chose ne colle pas. Comme justification, on leur rétorqua que le pays était divisé en plusieurs classes sociales, les planches de bois pour les uns et de superbes projets aux moyens illimités pour les autres, réalisés par les meilleurs architectes et les ouvriers les plus qualifiés. Mais cet argument est peu convaincant, car tous ces super accomplissements ne seront pas le fruit de seulement quelques hommes fortunés, issus du secteur privé. Non, pas du tout. Pour exemple, plusieurs photos. Voici la librairie publique de Boston, un hôpital psychiatrique en Californie, une université, une autre librairie à New York City. Ici, une prison. Mais quelle idée de bâtir comme ça. Le service postal, bien évidemment géré par l'État. Le bâtiment fédéral de Chicago. Tout ceci est tout bonnement extraordinaire. Parce que oui, c'est loin d'être fini. La folie des grandeurs va gagner l'ensemble des centres urbains du pays. Et ça, a commencé par la fameuse San Francisco. Elle finira avec un centre-ville surchargé, composé de tours somptueuses. À droite sur cette image, l'imposante Central Tower. Elle ira de son hôtel de ville démesuré, avec coupole et multiples colonnes. Ce sera également la même donne pour la superbe Philadelphie, disposant d'une architecture à la conception merveilleuse. Voici Chicago et certaines de ses tours. Le paysage de la cité va progressivement revêtir une apparence surréaliste. Et puis bien sûr, New York City. Toutes les limites y seront franchies. Le côté spectaculaire et fantastique de son urbanisme est juste sidérant. Les États-Unis seront les seuls au monde à bâtir les fameux gratte-ciel. On y dénombre tellement de prouesses, à chaque fois de véritables exploits. Le chemin parcouru en quelques décennies a quelque chose qui semble tenir davantage du miracle. Parce que, dans le futur de l'humanité, même en considérant l'essor de toutes les technologies et des méthodes de construction, eh bien, malgré tout cela, rien n'arrivera à la cheville de ces merveilles.
Les chercheurs de vérité des États-Unis d'Amérique vont être stupéfaits par toutes ces découvertes. Qui sont réellement ces habitants de la fin 1800, début 1900? Comment de tels chantiers, disposant de presque aucun matériel, ont pu concevoir les ponts les plus hauts et longs au monde, bâtir de si imposantes structures et atteindre un tel niveau de grâce, des centres-villes littéralement grandioses? Après la prise de conscience, il est temps de se questionner sur les autres éléments qui leur ont été dissimulés. À partir de ce point-là, il ne s'agira plus d'imaginer qu'il existe d'éventuels mensonges, mais de passer l'histoire au peigne fin pour tous les déceler. Grâce aux photos, il est possible d'enquêter en détail, d'observer et analyser en profondeur l'essor du pays, avec notamment la création des infrastructures qui ont permis la bien connue révolution industrielle. Pour commencer, la question des barrages et réservoirs aux États-Unis. Le pays en compte environ 84 000, répartis sur l'ensemble du territoire. Ces réalisations sont colossales et demandent un haut niveau d'ingénierie. L'échelle des constructions va être démentielle. La plupart ont été construits au tout début du siècle dernier et ont été achevés en quelques petites années, mesurant dans certains cas jusqu'à 110 mètres de haut. Structures en béton massif, avec centrale électrique. Certains conçus au milieu de rien, en pleine nature, toujours avec des dimensions spectaculaires et construits en des temps records. De véritables monstres de béton posés sur l'eau, accompagnés d'imposantes structures industrielles. Si les barrages ont pour but de détourner l'eau, mais alors qu'en est-il de son stockage? Pour cela, il y a ce qu'on appelle les châteaux d'eau, utilisant la technique de la distribution sous pression. L'idée est de stocker l'eau en hauteur pour la faire redescendre ensuite, de taille ou de forme différentes. Il en existe de tout type de modèles. À l'évocation du terme château d'eau, chacun aura sa propre représentation. Mais pour nos Américains à dos de cheval, le terme château sera pris à la lettre. Comment ça? Ceci est destiné à stocker de l'eau, château d'eau à la ville de Chicago, construit en 1869, d'une hauteur de 55 mètres, alors que c'était seulement le deuxième construit dans l'ensemble de tout le pays. Une œuvre isolée qui est à l'origine d'un fantaisiste? Non, pas du tout. Dans la ville de Milwaukee, en 1873, un autre château d'eau va être conçu, à l'apparence d'une tour, tout droit sortie de Disney. Et en fait, quand on se met à chercher, il y en a partout. À Memphis, là, dans l'état de l'Indiana, à Louisville, impressionnant. Des méga cuves dans l'état de Seattle, faits de briques et de pierre, dans l'état de New York, à Détroit, absolument merveilleux. Et puis, il y a la question des canaux. Le pays en compte des centaines, la liste est interminable, traversant d'immenses périmètres. A contrario des fleuves et des rivières, un canal est une voie d'eau artificielle, ce qui signifie qu'ils sont tous creusés par la main de l'homme. Ces œuvres hors normes sont bien méconnues. Il est difficile de réaliser la complexité que cette tâche représente. La plupart ont été entrepris dans le courant des années 1800. Ils peuvent mesurer 50, 70 ou 200 km de long. Certains vont même jusqu'à près de 600 km. L'un des plus connus, le canal Erie, est symbolique de cette histoire hallucinante. D'une largeur de 12 mètres de large, 1,20 m de profondeur. Les hommes qui planifièrent et supervisèrent la construction étaient des novices en géomètre. La tâche fut réalisée à un ingénieur amateur de 27 ans. Il n'avait jamais utilisé d'instrument. Début des travaux, 4 juillet 1817. Date de première utilisation, 4 ans plus tard. Il est difficile d'imaginer la tâche colossale que cela représente. Il faut bien sûr tout creuser, retirer la terre et l'évacuer, puis tout mettre à niveau et consolider le tout. Mais si encore, il ne s'agissait que de ça. Parce que pour ce seul et unique canal de Erie, 32 aqueducs ont dû être construits tout le long de son tracé. En effet, un canal doit être à niveau et demande donc des réajustements constants. Pour cela, il faut donc des aqueducs tels que celui-ci, mais aussi un complexe réseau de structures que l'on appelle des écluses, qui par des systèmes de portes permettent à l'eau de remonter et ainsi permettent au bateau de continuer sa route. Il faudra en édifier plusieurs centaines, mais aucun problème pour notre équipe de choc novice. Tout sera parfaitement fait. Un réseau d'aqueducs et d'écluses sur des centaines de kilomètres, 568 pour être précis. Seulement 8 petites années de construction pour cette merveille d'ingénierie. Et comme si cette tâche titanesque n'était pas suffisante, les États-Unis vont se lancer dans le transport ferroviaire. À partir des années 1820-1830, la nation va entreprendre un réseau ferroviaire gargantuesque. Alors qu'en 1826, la toute première locomotive nord-américaine est conçue, affichant une technologie époustouflante. Ils vont se lancer dans des travaux
travaux d'une difficulté exceptionnelle, alors qu'il ne dispose que d'une seule source d'expertise, en génie civil, celle des ingénieurs de l'armée américaine. En quelques années, des dizaines de milliers de kilomètres de rails vont être construits. Bien évidemment, tout comme avec les canaux, leur réalisation demandera des centaines de viaducs, mais également un grand nombre de tunnels, certains traversant des montagnes et des collines, qui les uns après les autres sont considérés comme des merveilles mondiales d'ingénierie à l'époque. Des milliers de mètres de profondeur, à travers n'importe quel type de matériaux. Absolument rien n'arrête notre équipe de choc, équipée de pioches et de calèches tirées par des mules. Et donc, en quelques décennies, près de 130 000 km de rails ont été construits sur l'ensemble du territoire américain. Plusieurs photos vont interroger nos chercheurs. Bien sûr, la présence de si peu d'hommes et les moyens dérisoires utilisés, mais également la quantité de boue et de terre présente sur les clichés. C'est comme si les rails avaient été recouverts d'une couche de poussière. Les photos font penser davantage à une excavation qu'à une construction partie de rien du tout. Un développement sensationnel, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas fini, parce que, au milieu de tout ça, d'autres grands bouleversements sont en cours, avec notamment celui de l'industrie automobile. Tout a dû être inventé. Machines-outils, lignes de production, pièces spécifiques. Combien d'ingénieurs ou d'ouvriers ont dû être mobilisés pour cette tâche? Mais ce n'est pas tout. Il existe l'important travail autour des transports maritimes, à une époque où c'était le seul moyen de se rendre d'un continent à l'autre. Une fois de plus, cela nécessite une logistique énorme, des connaissances techniques spécifiques et divers aménagements colossaux. Créer de nouveaux ports, adaptés aux bateaux géants tels que le Titanic, tout cela nécessite des efforts extraordinaires. Et s'il y a un domaine qui a demandé de totalement innover, c'est bien celui des zeppelins et autres dirigeables volants. La taille des usines et des infrastructures sont tout bonnement phénoménales. Quand on voit leurs échelles faites de bois et quand on imagine qu'ils ne disposaient d'aucune machine sans fil, tout ceci est bien impressionnant, hein, voire carrément incroyable. Tous ces méga chantiers devraient mobiliser l'ensemble des ouvriers du pays, n'est-ce pas? Mais non. Il y a la cerise sur le gâteau. Les États-Unis vont décider de se lancer dans la course aux expositions universelles. Leur histoire vont choquer nos chercheurs de vérité. Sur la chaîne, une vidéo de plus de 50 minutes fait le tour de cette thématique ahurissante, au sein de laquelle une partie entière est dédiée aux expositions qui se sont déroulées au nord du continent américain. L'immense majorité des citoyens de ce pays n'en avaient même jamais entendu parler. En faisant un rapide résumé, durant cette fameuse période de 1850, début 1900, la plupart des grandes villes du pays vont dépasser toutes les limites de l'imaginable, alors que le développement de l'électricité en est encore à ses balbutiements. Presque l'intégralité de ces méga événements vont être totalement équipés d'imposants systèmes électriques complexes. Mais où est-ce que tout ça va s'arrêter? L'accumulation de tous ces éléments en devient ridicule. Tout ça dépasse l'entendement. Une fois les informations mises bout à bout, la fameuse période dite de la révolution industrielle devrait plutôt s'appeler le miracle industriel. Mais comment peut-on rationnellement expliquer des développements éclairs tels que cela? Pourquoi une jeune nation, si fière de ses cow-boys et de son passé de pionnier, maintienne toutes ces informations totalement inconnues du grand public? Et rien n'est valorisé, rien n'est enseigné, mais un des éléments qui vont pousser les chercheurs à accentuer leurs investigations, c'est réellement les expositions universelles. Mais d'ailleurs, que sont-elles devenues? Eh bien, elles ont minutieusement été effacées, une par une, au sein de l'ensemble des événements qui ont eu lieu sur plusieurs décennies. Aucun n'ont survécu. L'intégralité a été démantelée pièce par pièce. À nouveau, la narration officielle paraît illogique. Pourquoi ce jeune pays se donnerait tant de mal dans ces événements pour finalement ne rien garder? Les défenseurs de la doxa officielle affirment que les expositions étaient dès le départ temporaires et donc faites dans des matériaux tels que le plâtre ou le bois. Les quelques rares survivants, comme le monument aux Beaux-Arts à San Francisco ou cet immense palais, aujourd'hui musée des sciences à Chicago, ne semblent avoir rien de fragile. Mais quand bien même, comment justifier la suite? Parce que les expositions ne seront pas les seules à subir ce sort. Ce sera le cas de nombreuses gares, comme ici dans l'Ohio, seul un bout de la façade demeure. Ou encore pour le cas de la spectaculaire gare de Boston, remplacée par une espèce de cube. La gare de New York, la plus grande du monde à l'époque, avec toutes ses colonnes rasées pour faire place au Madison Square Garden. Sur internet et les réseaux sociaux, des groupes se sont spécialisés dans le répertoriage et l'analyse de ces destructions à la chaîne. La question c'est, pour les églises alors, elles aussi étaient temporaires? En voici une à Washington, parmi tant d'autres. Eh bien elle sera effacée en 1924 pour être remplacée par cela. Une autre magnifique église, cette fois à New York. Mais qui aurait l'idée d'enlever cet accomplissement, surtout dans un jeune pays? Pour ce qui est des hôtels privés faits en plâtre, pour exemple celui-là, situé à New York City, véritable chef-d'œuvre, il sera entièrement démantelé
en 1921. Et les palais de justice, eux aussi devaient être temporaires. Voici le monstre qui a été construit à Denver dans le Colorado. Eh bien aujourd'hui, il n'est plus. Il y a aussi cette étonnante bâtisse qui servait de bureau de poste à New York. Comment justifier qu'en 1929, la décision a été prise de tout détruire? Concernant l'hôtel de ville à la taille démentielle bâti à Chicago, il a été décidé de le remplacer par ça. Années 20, années 30, tout a été démoli. Aujourd'hui, les gens se délecteraient de ces beautés architecturales. Imaginez 130 ans en arrière, être capable de reproduire les plus grands accomplissements d'Europe et de les percher en haut de tours. Mais non, visiblement il y avait une urgence à tout remplacer par des structures modernes. Mais le cas le plus criant, c'est peut-être celui de ce gratte-ciel, perché dans le ciel de New York, véritable symbole géant des destructions de masse, culminant à plus de 190 mètres de haut, construit à partir de 1897, le Singer Building, nommé ainsi du fait de la forme de sa tour principale. Eh bien, 1967, démontée étage par étage. À ce jour, elle est la plus haute tour jamais démolie de façon intentionnelle. Et à la place, eh bien cela, cette tour sans âme, quelque chose qui a été fait sans aucun signe distinctif, pas la moindre touche de style, en métal et en béton. C'est donc à ça que ressemble le progrès. Quelle tristesse. Mais ils ne se sont pas contentés de démanteler que des tours, non. Voici Atlantic City, dans le New Jersey. Au début du siècle dernier, la ville était l'un des lieux de vacances les plus prisés de la côte Est. Hôtel raffiné au style néoclassique, gigastructure, composée de plusieurs milliers de chambres, avec tous ces jolis pontons qui s'étendaient sur des dizaines de mètres. Eh bien, voici ce qu'il demeure aujourd'hui. Ce n'est pas quelques édifices qui ont été effacés. Cette fois, notre ville est complètement méconnaissable. Mais non, tout n'a pas été rasé. En 1920, la magnifique tour du New York Times, progressivement recouverte, elle est aujourd'hui l'ombre de ce qu'elle a été. Les États-Unis entreprendront ce qu'ils appelleront des rénovations. La Central Tower, située à San Francisco, la rénovation sera radicale. L'édifice est défiguré. De nos jours, qui pourrait se douter que cette tour sans vie, sans identité, était autrefois l'une des splendeurs du centre-ville. Mais à la vue de cette boucherie qui a eu lieu, de forts soupçons vont émerger sur d'autres événements, car il existe un autre moyen de faire disparaître les traces d'un passé difficilement explicable. Il s'agit du feu, d'immenses feux, aux quatre coins du pays. D'imposantes structures vont partir en fumée. Dans certains cas, il s'agira même de palaces constitués de métal et de verre, et pourtant visiblement pas à l'abri de la destruction des flammes. Mais il n'y aura pas seulement que les bâtiments qui subiront le feu, mais dans de très nombreux cas, des villes entières. Les États-Unis d'Amérique ont connu un nombre considérable d'incendies ravageurs. Presque aucune ville ne sera épargnée par ce phénomène. Le nombre et l'échelle de ces incendies vont laisser perplexes nos chercheurs de vérité. Certains seront particulièrement marquants. Sur ce cliché, Baltimore en 1904, à l'arrière des édifices majestueux et au premier plan, de la pierre réduite à l'état de gravat. Mais quel genre d'incendie peut transformer de la brique, du béton en si petits morceaux? Les immeubles sont comme éventrés. Seules quelques parties tiennent difficilement debout. Baltimore demeurera l'un des cas emblématiques de cette épidémie d'incendie. Sur ce panorama, la ville de San Francisco, les traces de destruction sont frappantes. Une grande partie est en piteux état. Le centre-ville est désormais un champ de ruines. En son centre, la Central Tower, que nous avons vue précédemment, et autour, un paysage de dévastation peut transformer de la brique et de la pierre en poussière, mais épargner les arbres bordant les rues. Peut-on imaginer que certains de ces incendies ont pu être criminels, provoqués dans le but de faire place neuve à de nouvelles villes? Mais il existe également un autre moyen de faire table rase du passé, les conflits armés. Car entre 1861 et 1865, le pays va connaître 4 années de guerre civile, évidemment nécessitant la mobilisation des forces vives du pays. Il faudra constituer cargaison militaire avec matériel et commandement. Et que dire de la construction et de l'acheminement des équipements? Les clichés qui nous restent de ce conflit sont impressionnants. À l'arrière, même paysage, église gothique, temple romain et devant des ruines. De nombreuses ruines. Il est difficile d'imaginer ce qui peut causer un tel niveau de destruction. Apparemment, ce sont ces canons. Ces boules sont censées rentrer là-dedans. Et pour quel résultat? Des immeubles ravagés. Des constructions qui tiennent à peine debout, pour lesquelles il ne reste qu'une partie de l'ossature. Les chercheurs de vérité vont pointer qu'entre les destructions par le feu et les destructions causées par la guerre, il est très difficile de faire la différence. Débris en petits morceaux, paysages cataclysmiques, tout cela est très étonnant, mais cela nous confirme que les guerres, les bombardements peuvent être un excellent moyen d'effacer ces vestiges de toutes ces villes ô combien spectaculaires.
Dans bien des endroits des États-Unis, les villes sont désormais inintéressantes. Absence d'harmonie ou d'identité. Les centres urbains sont majoritairement composés de parkings ou d'immeubles froids. Il est maintenant presque impossible de différencier un endroit d'un autre. Cependant, des choses n'ont jamais été touchées. Il s'agit des fameux Capitoles, ces imposantes structures qui ont été à l'origine de la toute première vidéo sur la chaîne, avec ce merveilleux édifice réalisé dans l'Iowa, sa coupole en or, entourée de 4 dômes. Mais il n'y a pas que lui. Pour ce qui est de la ville de Salt Lake City, située dans l'Utah, l'État se dotera d'un autre bâtiment d'exception. Et alors, la ville de San Francisco, localisée dans l'État de la Californie, cet État en fera de même, avec une imposante structure. Chacun des États ira de sa réalisation à couper le souffle. Tout cela est simplement extraordinaire. Cette fois, c'en est trop pour nos chercheurs de vérité états-uniens. À la lumière de toutes ces nouvelles informations, les chercheurs vont commencer à assembler les pièces du puzzle. En effet, tous ces édifices ont plein de points communs, des éléments que l'on retrouve partout et tout le temps. Tout d'abord, cette espèce de porche à la forme triangulaire, avec en son centre ces fameuses scènes mythologiques. Autre élément, les colonnes. Tellement de colonnes. Une véritable obsession. Elles sont dites corinthiennes, avec cette forme si particulière. Et le tout est coiffé d'un dôme, parfois de taille ou de couleurs différentes. Ils sont tous magnifiquement décorés, avec de somptueux détails. Une partie supérieure, avec une statue à son sommet. Un faisceau d'indices concordants commence à se former. L'étude et l'analyse des Capitoles seront décisifs pour la suite des recherches. Bien sûr, le plus connu d'entre eux est celui de Washington, monument aux 1000 détails. La plupart des Européens pensent qu'il est le seul dans le pays. Or, nous venons de voir que ce n'est absolument pas le cas. Mais à l'inverse, la majorité de nos chercheurs de vérité nord-américains n'ont jamais quitté le continent. Et ces nouvelles pistes de recherche vont finalement les pousser à se rendre au-delà de leurs frontières. Première destination, Paris, le Panthéon de Paris. Et pour eux, ce fut une grande surprise de découvrir une structure tant similaire. Les colonnes, le dôme, le porche en forme triangulaire, la ressemblance est frappante, mais il s'agit peut-être d'un cas isolé. Oh non, pas du tout. Le faisceau d'indices ne va faire que s'élargir. Et ceci, qu'est-ce que c'est? Un Capitole? Non, voici la cathédrale Saint-Paul de Londres. Construite dans les années 1600, les ressemblances sont frappantes. La coupole est identique à celle de Washington ou de Paris, mais il y a également l'Italie. La liste serait interminable, mais l'un des plus marquants, ici, la basilique Saint-Pierre au Vatican. Colonne corinthienne, triangle et coupole. À Rome, le fameux Panthéon, construit il y a 2000 ans. Et que dire de l'Allemagne? Malgré toutes les destructions durant la Seconde Guerre mondiale, des structures comme celle-ci, il en existe des centaines. Rien qu'avec les villes de Munich et de Berlin, le nombre d'accomplissements est stupéfiant. Les Espagnols ont bâti de la même façon. Les mêmes éléments encore et encore. Dans la ville de Séville, la Grâce. Du côté de Barcelone, un Capitole? Et non. Simplement le palais national. Mais qu'en est-il de la Belgique? Ce tout petit pays. Église avec des dômes géants. Son passé dispose d'un charme fou. Un centre-ville féerique avec la belle gare centrale, ses nombreux bâtiments administratifs et son monument aux 3 arches et multiples colonnes. Une mention spéciale pour le palais de justice. D'une superficie de 26 000 m². Il est considéré comme la bâtisse la plus large jamais construite. Avec sa giga coupole décorée d'or, sa simple rénovation globale nécessite plusieurs décennies. Tout cela va engendrer une grande surprise pour nos États-Uniens. Mais c'est peut-être parce que il s'agit des pays de l'Europe de l'Ouest. Le fait qu'ils aient disposé par le passé de grands empires peut justifier cette démesure. Et donc tout ça va s'arrêter à ces quelques nations? Oh non, absolument pas. Les pays situés à l'Est sont truffés de bâtisses parfaitement semblables. La liste qui va suivre sera loin d'être exhaustive. Pour commencer, voici Vienne, en Autriche. Sur cette photo, la magnifique ville de Budapest. Située en Hongrie, même style, même code. Là, l'un des nombreux bâtiments de la ville de Prague, en République tchèque. Ici, Varsovie, située en Pologne. Pas de photo moderne, car détruit durant la Deuxième Guerre mondiale. Sur ce cliché, la ville de Belgrade, en Serbie. Là, dans la ville de Bucarest, en Roumanie. Et pour la grandiose Saint-Pétersbourg, méga coupole, toute faite d'or. Monument aux infinies colonnes corinthiennes. Bâtiment d'une classe exceptionnelle. Super immeubles aux statues géantes. La Russie est loin d'avoir à rougir face à ses voisins de l'Ouest. Mais il y en a d'autres. Sur cette photo, Zagreb en Croatie, Sofia en Bulgarie et les 4 pays scandinaves alors. Même chose? Oui, ce dôme extraordinaire situé à Copenhague, au Danemark, Oslo en Norvège. Un palais à Stockholm, en Suède, à Helsinki, en Finlande, une église, des colonnes, son porche triangulaire et ses multiples dômes. Waouh, tout ça commence à faire beaucoup. Alors bien sûr, il y a de nombreuses justifications. Parce que pour expliquer que sur toute l'Europe, du nord au sud,
de l'Est à l'Ouest. Tous les pays ont été capables de réaliser ces merveilles. Tout le monde aurait pu bâtir de la même façon, sans tenir compte des techniques de construction très limitées, des nombreux conflits et guerres, ou les ravages dus aux épidémies. On nous dit qu'il ne s'agit que d'une mode débutée au moment de la Renaissance et qui a continué jusqu'au début 1900. On nous parle d'art baroque, néoclassique, et qu'il s'agit d'un phénomène qui s'est cantonné uniquement à l'Europe. Est-ce que tout cela est bien vrai? Eh bien, pour ne pas faire de suspense, non, pas du tout. Lorsque l'on se rend aux frontières du vieux continent, en direction de l'Est, on se retrouve aux portes de l'Asie de l'Ouest, avec comme premier pays la Turquie. Et une fois de plus, même façon de bâtir, immeubles splendides, au style néoclassique. Au sud de la Russie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, entre autres. Mais ces nations-là disposent des mêmes vestiges. Là, la Géorgie, le Kazakhstan, le Turkménistan. Au milieu de pays désertiques, on retrouve des colonnes et des coupoles partout. En dessous des nations de l'Asie centrale, le Moyen-Orient, avec la nation iranienne et ses imposantes bâtisses, mais également le Pakistan, structure massive et si bien bâtie. Continuons le périple en direction de l'Asie du Sud. Pour la grande nation indienne, il y aurait de quoi faire une vidéo entière, avec ses gares spectaculaires, ses grands hôtels si bien travaillés, le nombre de palaces immaculés et ses églises, tellement d'églises, si imposantes, toutes plus stylisées les unes que les autres. Mais pour les nations aux alentours, c'est la même donne. Entre autres, voici le Cambodge, le Népal, le Bangladesh ou encore ici le Sri Lanka, stupéfiant. Mais continuons à nous éloigner en direction de l'Asie de l'Est. En Chine, des vestiges de l'époque coloniale demeurent. Fait étonnant, voici Shanghai en 1920. Impossible de dire que nous nous trouvons dans l'empire du milieu. Le panorama laisse penser aux villes européennes, voire états-uniennes. À Hong Kong, la spectaculaire banque de la ville et l'hôtel de ville avec son porche triangle et sa coupole. L'île de Taïwan regorge également de bâtisses imposantes. Certaines sont raffinées et élégantes. Au Japon, architecture classique européenne. Belle construction en briques au centre-ville. Superbe gare et une espèce de château féerique. Mélange des genres à la conception unique et encore plus spectaculaire. On pourrait croire qu'on se trouve dans une région des États-Unis, mais pourtant nous sommes bien en Asie, à Singapour. Et là, ça devient carrément dingue. Corée du Sud, grand bâtiment qui a été rasé. Et dans le même pays, voici ce que l'on nous présente comme une université. À l'avant, imposante colonne pour décorer la façade. Et à l'arrière, cathédrale construite en Europe au Moyen-Âge. Non, une église construite en Corée du Sud. Mais si on redescend, il y en a d'autres. Ces îles au milieu de l'océan, les Philippines, une église avec son dôme, ou encore celle-ci, magnifique, à Jakarta, en Indonésie. Et si on continue vers le sud, nous arrivons aux portes de l'Océanie, le continent le plus éloigné du monde, avec la terre de la Nouvelle-Zélande. Au 19e siècle, il fallait de longs mois pour se rendre là-bas. Son histoire est véritablement fascinante. À peine arrivés, les colons se sont mis à bâtir de cette façon. La ville de Dunedin en est un exemple frappant. À peine quelques milliers d'habitants, des charrettes, et voici la mairie de la ville. À côté, une église gothique, magnifique œuvre, et ce style si particulier. Des structures en forme de château, la gare de la toute petite ville, et des bâtiments administratifs impressionnants. Cette photo en noir et blanc, car il a été détruit. Pourquoi la Nouvelle-Zélande, si isolée, détruirait de tels types de constructions? Mais sur cette île, il y a également des petits villages, au sein desquels on a construit des églises comme celle-ci, des demeures extraordinaires parties en fumée. Et il y a la petite ville de Oamaru, quelques centaines d'habitants, mais pourtant quel faste dans les constructions. Ces superbes églises, perdues au milieu de rien. Visiblement, ce n'était pas un problème pour construire. Et pour l'Australie alors, là on va carrément monter d'un cran. Toutes les villes côtières vont dépasser les limites. Nous allons être obligés de passer vite, mais que dire sur ce pays? Palace à la taille surdimensionnée, mairie extravagante, bâtie sur tout un pâté de maisons, galerie des arts aux multiples coupoles, marché central en marbre et aux infinis détails, ou encore bâtiments administratifs à l'apparence de capitale américain. Mais là où ça devient troublant, c'est les immeubles. De si hauts immeubles. Celui-ci est somptueux. Il paraît avoir été assemblé en différentes parties. Et tous ces ornements sur la partie supérieure. Mais allez savoir pourquoi ce sommet de l'art a été rasé dans les années 70. Eh bien, les milliers de kilomètres à parcourir et l'aspect désertique de ces territoires n'ont visiblement pas entravé nos colons. Mais avant de finir par l'Amérique, un bref passage par le continent africain. Au nord, l'Algérie, avec ses immeubles au style haussmannien. Sa belle église raffinée. Le bureau des postes au centre-ville, avec son entrée soignée et son intérieur tout simplement grandiose. Là, le centre-ville de Tunis ou encore cette belle église à Tripoli en Libye. Au centre du continent africain, une autre réalisation à attribuer aux Français. Au Sénégal, sur ce cliché, une grande demeure au Nigeria. Sur celui-ci, nous sommes dans le pays du Kenya. Et
Tout en bas, l'Afrique du Sud. On va y retrouver les mêmes ingrédients qu'avec l'Australie. Palais de justice disproportionné, impressionnante mairie, avec évidemment tous les codes habituels. On bâtit avec des matériaux difficiles à manipuler. Pour l'Afrique du Sud, la même histoire. Ces imposantes bâtisses, qui seraient aujourd'hui visitées dans les plus grandes villes d'Europe, ont bien été effacées au XXe siècle. Être capable de bâtir tout ça, puis tout détruire, dans des pays si reculés, ça a de quoi donner le tournis. Et pour compléter ce tour mondial, maintenant, l'Amérique latine. À son extrême sud, plusieurs pays. Et est-ce que cette partie du monde va se différencier du reste? Non. Bien au contraire, nous sommes en Uruguay et voici son palais présidentiel bâti en 1902. Dans les différentes villes, c'est toujours pareil. Des immeubles au style et à la hauteur à peine croyables. Dans la République du Chili, exactement les mêmes codes. Colonnes corinthiennes, porches triangulaires et magnifique centre-ville historique. Mais le Chili nous donne un avant-goût du fléau qui vont toucher toutes les villes d'Amérique latine. L'urbanisation moderne et son lot de laideur. Et puis, il y a l'Argentine, avec notamment Buenos Aires, surnommé le Paris d'Amérique latine. Ce surnom est plus que justifié. Grande gare avec tours décoratives, galeries d'art aux coupoles immenses. Tout le centre est encombré d'immenses immeubles. Des immeubles à peine croyables. Les détails se comptent par milliers et le haut des structures est ébahissant. Apparemment pour les Argentins, bâtir était facile. Musée néoclassique et opéra cossu au style européen. Sur la place centrale, c'est un véritable spectacle. Le bâtiment qui sert de parlement aurait sa place parmi les plus grands capitoles. Et à l'arrière, les constructions modernes, des cubes assemblés les uns au-dessus des autres. Quand on remonte vers le nord, il y a l'immense territoire de l'ancienne colonie portugaise. La nation brésilienne sera similaire à bien des égards. Sur cette photo, la faculté de droit de la ville de Sao Paulo. Le style de son hôtel de ville, on commence à connaître par cœur. Son théâtre municipal si raffiné et sa grande église gothique. Au premier plan, grande tour, immense coupole. Et à l'arrière, des constructions pas chères, faites à la va-vite. Mais l'exemple le plus frappant est sûrement celui de Rio de Janeiro. Au début 1900, le centre-ville est stupéfiant. Au cœur de la ville, l'avenue centrale regorge d'incroyables structures. Chaque immeuble est bâti avec un soin exceptionnel. Il y a quelque chose de féerique dans cette ville. À l'époque, elle se trouve aux côtés des plus belles de ce monde. Mais de nos jours, il s'agit d'un lointain souvenir. Seules quelques-unes des structures ont survécu. Pour le reste, c'est une véritable boucherie. L'avenue centrale de Rio est aujourd'hui une laideur sans nom. Du métal, du verre, du béton, aucun détail. Rien, ou presque, ne résistera à la folie dévastatrice. Dans les années 50-60, comme pour le Sénat de la ville de Rio, allez savoir pourquoi, mais il y a eu une urgence à effacer ce glorieux passé. Pour les pays frontaliers, le faste sera moindre, mais tout de même. Au sein de la très modeste Bolivie, architecture raffinée dans la ville de La Paz, ou superbes bâtiments au sein de sa capitale, Sucre. En ce qui concerne le Pérou, il y a aussi de quoi surprendre. Voici l'immense palais de justice de Lima, qui est une reproduction de celui de Bruxelles, en Belgique. Rien que ça. Entre autres, un palais des arts au style Renaissance italienne, ou encore cette vieille et belle église dans l'ancienne capitale de Cusco. En Équateur, on va retrouver des cathédrales au style gothique moyenâgeux. Pour la Colombie, de grandes églises au sein de régions vallonnées et très difficiles d'accès. Dans ce pays, l'une des plus connues est celle-ci, bâtie au milieu de rien, en pleine nature, et intégrée à un magnifique pont qui relie deux vallées. Mais quelle idée de bâtir comme ça et ici. Et enfin, pour finir, l'Amérique centrale, notamment composée de plusieurs îles au sein de la mer des Caraïbes. Voici Puerto Rico et son palais présidentiel. Imposante structure traversée par plusieurs colonnes. Là, la ville de La Havana, à Cuba, son superbe centre-ville et ses beaux immeubles, et son imposant Capitole, une bâtisse spectaculaire, encore et toujours. Et enfin le Mexique, avec son palais national, gigastructure sur tout un pâté de maisons, ses nombreuses églises pluricentenaires, ainsi que son somptueux palais des Beaux-Arts, construit dans les années 30. Et nous voilà enfin revenus en Amérique du Nord, pour complètement achever ce tour mondial de l'architecture grandiose, le Canada, territoire massif, frontalier des États-Unis. Pour cette dernière destination, on va y aller point par point, parce que dans ce pays, on va y retrouver toutes les incohérences de notre passé. Forcément, il y a cette fameuse architecture. On va en retrouver tellement, mais alors vraiment, que ça en devient ridicule. Également, il y a le facteur lié à la topographie de ces territoires si spéciaux. Grande difficulté d'accès, nature imposante
et bien sûr le climat, subissant de longs hivers extrêmement rudes qui devraient, de toute évidence, entraver le développement. Pourtant, ce n'est pas ce que l'on va constater. Il y a le point concernant les habitants de l'époque, surtout les clichés à notre disposition, la même impression d'un peuple à peine sorti du Moyen-Âge. Dans la deuxième partie du 19e siècle, ils possédaient des moyens techniques rudimentaires, mais pourtant, on les retrouve au milieu d'imposants décors. Avec les moyens dont ils disposaient, ce type de construction paraissent à leur portée, mais pas plus. Or, que voit-on? S'agit-il d'une ville européenne qui a traversé des centaines d'années de construction? Non. Voici Québec, édifié il y a seulement quelques dizaines d'années. Et concernant l'ensemble des infrastructures de base, y a-t-il des preuves? Absolument pas. Nos belles photos avec ces quelques travailleurs, aucune preuve des super constructions à échelle géante qui vont avoir lieu. Dès 1857, des milliers de kilomètres traversons l'ensemble du territoire. Le pays est entièrement équipé d'un réseau ferroviaire complexe. Eux aussi iront de leur système de canaux tentaculaires, creuser le sol, le consolider. Aucune difficulté pour eux, semble-t-il. Et ensuite vient le temps de l'extravagance. Nous sommes en 1863, à Toronto, au Canada. Les premiers colons arrivent à peine dans le pays. Quelques dizaines de milliers d'habitants. Et si on se mettait à bâtir une fantastique gare, entièrement faite en marbre, 3 tours avec un clocher central. Et après, si on bâtissait un château-hôtel, le château Frontenac, construit en 1 an, perché sur une colline entièrement fortifiée. Ce monstre demeure comme l'un des plus grands édifices de ce monde. On va se lancer dans des immeubles impressionnants sur des dizaines d'étages. Et pour les politiques du pays, pour qu'ils puissent se réunir, il faut bien construire ça. La province du Québec en fera de même avec son parlement. Une vraie merveille. Et juste parce que une photo vaut plus que de longs discours. Datée du 12 octobre 1915, une machine à vapeur a bien fait son apparition pour remplacer quelques chevaux. Mais tout de même, quel miracle! Autre élément intrinsèque au continent américain, la destruction. Tellement de destruction. Tous les clichés qui sont en train de défiler ont subi dans le courant du XXe siècle, plus précisément dans les années 50-60, une destruction méthodique et définitive. Toujours les mêmes questions. Pourquoi s'attaquer à ça? Qui peut avoir l'idée de tout détruire? Pour finir, voici le Parlement canadien. La nation canadienne dispose vraiment de tous les ingrédients de la recette de l'aberrant. Construit dans la ville de Toronto, alors que seulement une trentaine de milliers d'habitants y résidaient. À la fin de la décennie, les travaux de cette merveille commencèrent. Et le résultat, en quelques années de travaux, juste époustouflant. Mais malheureusement, aucune photo en couleur. Pourquoi? Car en 1916, le Parlement a pris feu. Et donc, pas le moins du monde, dévasté par cette perte. Le Parlement est passé de ça à cela. Waouh! Quelle résilience, quel accomplissement. Comme ils étaient lancés dans le processus de reconstruction, ils ont développé 2 immenses complexes faits de plusieurs bâtiments reliés les uns aux autres. Et à l'arrière, au style gothique, tout simplement spectaculaire. Et bien sûr, cette tour, une tour grandiose. Apparemment, aucune limite pour nos Canadiens. Alors, que conclure de tout ça? Dans le courant des années 2000, toutes ces informations auront l'effet d'une bombe. Cela découlera sur un besoin de redéfinir entièrement l'histoire planétaire. Parce que si l'on regarde uniquement l'histoire des États-Unis, avec la fameuse révolution industrielle, tout ça peut être éventuellement justifiable. Et concernant l'Europe, le miracle des cathédrales et autres bâtiments géants, avec sa très longue histoire, ça pourrait pourquoi pas passer. Mais lorsque l'on pousse les investigations en direction de l'Asie, de l'Océanie, du continent africain ou encore de l'Amérique latine, cela devient troublant, déroutant, voire impossible. Mais ce qui va définitivement enclencher un mouvement qui ne pourra plus être arrêté, c'est ça. Dans le pays de la Jordanie, creuser ou excaver de la roche, on ne sait pas vraiment. Dans l'une des régions les plus arides et isolées du monde, encore et toujours les mêmes codes, la même façon de bâtir, perdue aux confins du monde, mais aussi du temps. Ici, l'Empire grec, âgé de près de 3000 années. Il y a évidemment l'Empire romain, vieux de plus de 2000 ans. Et sur cette photo, localisé en Tunisie, présent dans le sud de la France et dans tant de pays, jusqu'à l'Arménie. Mais on retrouve les mêmes traces, les mêmes constructions, jusqu'en Syrie, au sein de l'ancien empire du Liban, mais également dans les vieilles civilisations irakiennes, voire même enfouies dans la roche, au cœur de vieilles civilisations, ici, en Turquie. Tous ces éléments ne peuvent concorder vers qu'une seule et même direction, celle d'un empire mondial, étalé sur l'ensemble de la Terre, reconnaissable aux 4 coins du monde,
et à toute époque. Rappelons-nous, pour les chercheurs de vérité nord-américains, quel était le point de départ de cette folle remise en question de l'histoire globale? Cet homme, Anatoly Fomenko, par son travail, le mathématicien russe, a ouvert une brèche. Il a fait naître l'idée qu'il est possible qu'il y ait d'énormes mensonges dans nos récits historiques. Il a mis en évidence que des pans entiers pouvaient être effacés. Avec la mise en lumière de la dissimulation de l'immense empire de Tartarie. Pour les nouveaux chercheurs de vérité anglophones, cette énigme planétaire ne pouvait avoir qu'un seul nom. Ce phénomène, ce tout nouveau paradigme, s'appellera Tartaria. Désormais, l'architecture spectaculaire de la planète s'y verra associée. À présent, Tartaria sera le nom de code, ce qui permet de lier, de définir plus clairement ce qui est inexplicable. À partir de maintenant, l'étendard de Tartaria sera brandi comme symbole des trop nombreuses incohérences de notre passé. Et il viendra un moment où il faudra exiger des réponses. Comment est-il possible de retrouver la même architecture partout et tout le temps? Qu'est-ce qui justifie qu'aucune des photos de construction ne soit convaincante, qu'un grand nombre d'entre elles paraissent manipulées? Comment expliquer le fait que l'architecture moderne soit si déconnectée de la splendeur d'antan? Plus on creuse dans notre histoire, plus le narratif officiel s'effrite. Dans notre enfance, l'éducation étatique ne nous a laissé transparaître aucun doute sur notre monde. Notre esprit critique n'était pas assez développé pour remettre en question quoi que ce soit. Mais ça, c'était avant. Napoléon avait raison. L'histoire n'est peut-être qu'une suite de mensonges sur lesquels nous nous sommes accordés. Tartaria est potentiellement la clé qui nous libérera de leur prison de l'esprit. Si notre passé est falsifié, alors il est possible que notre présent soit tronqué, corrompu, mais notre futur est entre nos mains, ou plutôt nos consciences. Il est temps de sortir du brouillard. Quand on ouvre les yeux, il est impossible de les refermer. Maintenant, il va falloir savoir pourquoi ils veulent nous cacher notre vraie nature. Merci d'être resté jusqu'au bout. Pensez s'il vous plaît à aimer et partager. Chaque minute de vidéo nécessite environ 3 heures de travail. Recherche, archive, enregistrement, montage. Alors merci à ceux qui ont déjà aidé. Et merci aux futurs donateurs. Le combat ne fait que commencer. Gardons espoir.